Maman, tu ne sers vraiment plus à rien. Ce furent les mots que mon propre fils, Philippe, m'a dit quand il a appris mon diagnostic. Pouvez-vous imaginer la douleur que j'ai ressentie? Je suis Delphine, j'ai 69 ans, et ce qui s'est passé après cette phrase cruelle va vous choquer autant que cela m'a choqué. Parce que parfois, quand nous pensons que notre vie est finie, le destin nous prépare une surprise que nous n'aurions jamais attendue. Tout a commencé ce matin glacial de novembre à Lyon. Je sortais de l'hôpital Édouard Herriot, tenant les résultats de mes examens avec des mains tremblantes. Cancer du sein, stade initial. Les mots du docteur Moreau résonnaient encore dans mon esprit. Madame Delphine, avec le traitement approprié, vos chances de guérison sont excellentes. Mais à ce moment-là, tout ce que je ressentais était de la peur et une solitude profonde qui me déchirait la poitrine. Le ciel lyonnais était d'un gris plombé, comme si même la nature reflétait mon état d'âme. Les nuages épais pesaient au-dessus de la ville, menaçant de déverser leur mélancolie sur les passants pressés. J'ai marché dans les rues mouillées de la presqu'île, observant les gens passer précipitamment sous leur parapluie noir. Le vent froid d'automne coupait mon visage, se mêlant aux larmes que j'essayais de cacher. 40 années à travailler comme infirmière dans ce même hôpital, à soigner les autres, à consoler les familles, et maintenant c'était moi qui avais besoin de soins. Les façades haussmanniennes de la rue de la République semblaient me regarder avec pitié. Ces bâtiments avaient été témoins de tant de vie, de tant d'histoires, et maintenant ils assistaient à la mienne qui basculait. Je me souvenais encore de mes premiers pas dans cette rue, fraîche diplômée de l'école d'infirmière, pleine d'espoir et de détermination. Comme tout semblait différent aujourd'hui. En passant devant la place Bellecour, j'ai ralenti le pas. Cette place majestueuse, la plus grande d'Europe, m'avait toujours donné un sentiment de grandeur et de possibilités infinies. Aujourd'hui, elle me paraissait immense et vide, reflétant le vide que je ressentais en moi. Les quelques touristes qui s'aventuraient malgré le temps maussade prenaient des photos, capturant des moments de joie que je n'arrivais plus à comprendre. J'ai continué ma marche vers le vieux Lyon, mes pas résonnant sur les pavés humides. Les traboules cachées de ce quartier historique me rappelaient les secrets que nous gardons tous, les passages dissimulés de nos vies que personne ne connaît vraiment. Combien de secrets portais-je moi-même? Combien de sacrifices silencieux avais-je fait pour élever Philippe? Le trajet jusqu'à mon petit appartement de la rue Mercière me semblait interminable. Chaque pas était une épreuve, non pas à cause de ma condition physique, mais à cause du poids émotionnel que je portais. Les vitrines des bouchons lyonnais traditionnels, habituellement si accueillantes avec leur lumière chaude, me paraissaient froides et distantes. Même l'odeur caractéristique de la cuisine lyonnaise qui s'échappait des restaurants ne parvenait pas à réveiller mon appétit. Arrivé chez moi, j'ai gravi lentement les 4 étages qui menaient à mon appartement. Chaque marche grinçait sous mes pieds, comme une complainte accompagnant ma montée vers cette solitude qui m'attendait. L'escalier en bois usé par des décennies de passage me rappelait toutes les fois où Philippe avait dévalé ces mêmes marches en courant, enfant, pour aller jouer dans la cour. Où était passé cet enfant joyeux? Mon appartement m'accueillit dans un silence pesant. Les murs jaunes pâles, que j'avais peints avec tant d'enthousiasme il y a 15 ans, semblaient maintenant fanés et fatigués. Les meubles anciens que j'avais collectionnés avec fierté au fil des années, le secrétaire en chêne de ma grand-mère, la commode Louis-Philippe héritée de ma mère, le canapé en velours vert que j'avais acheté pour célébrer ma première promotion, me paraissaient maintenant être des témoins silencieux de ma fragilité. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les rideaux en dentelle, créant des ombres dansantes sur le parquet ancien. Ces ombres semblaient vivantes, me rappelant que j'étais, moi, bien seul dans cette pièce remplie de souvenirs. Sur la cheminée, les photos de Philippe à différents âges me regardaient, Philippe à 5 ans avec son premier vélo, Philippe à 10 ans le jour de sa communion, Philippe à 18 ans le jour de son baccalauréat. Quand avait-il cessé de sourire vraiment sur les photos? J'ai posé le dossier médical sur la table de la cuisine, cette même table où nous avions pris tant de petits déjeuners ensemble quand il était petit. Je me souvenais de ces tartines beurrées qu'il laissait toujours à moitié manger, de ces questions incessantes sur tout et rien, de ces rires qui résonnaient dans l'appartement. Cette époque me semblait appartenir à une autre vie. Mes mains tremblaient quand j'ai composé le numéro de Philippe.
Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'il ne décroche, et déjà sa voix portait cette impatience que je connaissais bien. « Allô, Philippe ? C'est moi, ta mère. Maman, je suis occupée. Qu'est-ce qu'il y a encore ? » Sa voix était froide, distante. Pas un « bonjour », pas un « comment allez-vous ». Cette formalité glaciale qui s'était installée entre nous au fil des années me transperçait le cœur à chaque conversation. Je me souvenais de l'époque où il m'appelait « maman chérie » et où sa voix s'illuminait quand il entendait la mienne. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. J'ai été chez le médecin aujourd'hui et... Arrête avec tes histoires, maman. Tu as toujours été hypocondriaque. Cette accusation était comme une gifle. Moi, hypocondriaque ? Moi qui avais passé ma carrière à soigner les autres, qui connaissais la différence entre une vraie maladie et une inquiétude passagère. Moi qui n'avais jamais abusé du système de santé, qui ne me plaignais jamais. J'ai avalé mes larmes et j'ai continué, ma voix se brisant légèrement. « Philippe, j'ai un cancer. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge murale, le bruit lointain de la circulation dans la rue, le battement accéléré de mon propre cœur. J'attendais un mot de réconfort, un « je suis désolé », un « je viens tout de suite ». N'importe quoi qui montrerait qu'il était encore mon fils. Quand il a finalement parlé, ces mots ont été comme des couteaux plantés dans mon cœur déjà blessé. Un cancer ? Génial. Comme si je n'avais pas déjà assez de problèmes. Tu vas avoir besoin de traitement, n'est-ce pas ? Encore des dépenses pour moi. Philippe, je voulais seulement que tu le saches. J'ai besoin de soutien, de tendresse. Du soutien ? Maman, tu ne sers vraiment plus à rien. Tu n'arrives même pas à t'occuper de toi-même. Tu as toujours été un fardeau dans ma vie, et maintenant ça va être encore pire. J'ai raccroché et je me suis effondré sur mon canapé usé. Les larmes coulaient librement maintenant, des sanglots profonds qui venaient du plus profond de mon être. Comment un enfant que j'avais porté pendant 9 mois, que j'avais allaité, que j'avais veillé lors de chaque maladie, que j'avais consolé lors de chaque chagrin, pouvait-il me dire de telles horreurs ? Les souvenirs ont commencé à affluer, comme un barrage qui se rompait. Je me souvenais des nuits blanches quand il avait la scarlatine à 6 ans, de mes mains qui caressaient son front brûlant de fièvre. Je me souvenais des sacrifices financiers pour lui payer des cours de tennis parce qu'il en rêvait. Je me souvenais de mes week-ends entiers passés à l'accompagner dans ses compétitions sportives, applaudissant depuis les gradins même quand il perdait. Je me souvenais surtout du jour où son père nous avait abandonnés. Philippe avait 12 ans, et quand Pierre est parti avec sa secrétaire en nous laissant avec des dettes, Philippe m'avait dit « Ne t'inquiète pas maman, moi je ne t'abandonnerai jamais ». Ces mots résonnaient maintenant dans ma tête avec une ironie cruelle. Après le départ de Pierre, j'avais travaillé le jour à l'hôpital et le soir comme aide-soignante dans une maison de retraite privée. Je rentrais épuisée, mais je trouvais toujours l'énergie pour l'aider avec ses devoirs, pour lui préparer ses plats préférés, pour écouter ses problèmes d'adolescent. J'avais refusé plusieurs opportunités de refaire ma vie amoureuse parce que Philippe n'acceptait aucun homme près de moi. « Il n'y a que nous deux maintenant, maman », disait-il. « On n'a besoin de personne d'autre. » Et moi, dans ma naïveté maternelle, j'avais cru que cette complicité durerait toujours. J'avais cru que le sacrifice en valait la peine, que notre lien serait éternel et indéfectible. Les années avaient passé, et Philippe était devenu de plus en plus distant. Ses études de commerce l'avaient transformé. Il parlait constamment d'argent, de réussite, de statut social. Quand il avait rencontré Camille, j'avais espéré qu'elle le ramènerait à de meilleures valeurs, mais il l'avait plutôt entraîné dans sa course effrénée vers la richesse. Ses visites s'étaient espacées, puis avaient presque cessé. Quand je l'appelais, il trouvait toujours une excuse, le travail, les enfants, les voyages. Quand j'insistais pour le voir, il venait en coup de vent, regardait constamment sa montre, répondait à ses téléphones professionnels même en ma présence. Et maintenant, face à ma maladie, sa vraie nature se révélait enfin. Pas d'amour, pas de compassion, pas d'humanité. Juste du calcul froid et de l'égoïsme pur.
Cette nuit-là, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de ma propre mère. Mais entre mes larmes, quelque chose d'autre grandissait en moi. Une détermination froide, une résolution que je ne me connaissais pas. Philippe venait de me montrer qui il était vraiment. Maintenant, j'allais lui montrer qui j'étais vraiment aussi. Chers auditeurs, vous n'imaginez pas ce que j'ai découvert dans les jours qui ont suivi. Une révélation qui allait tout changer, qui allait me donner les armes pour enseigner à mon fils ingrat la leçon la plus importante de sa vie. Restez avec moi, car ce qui va suivre va vous montrer que parfois, la vie nous donne exactement les outils dont nous avons besoin pour rétablir la justice. Je suis sorti du bureau de l'avocat dans un état de choc total. J'ai marché dans les rues de Lyon comme si je flottais, incapable de traiter complètement l'information que je venais de recevoir. J'étais riche. Très riche. Toute cette vie de privation, de compter chaque centime, de m'inquiéter pour les factures à la fin du mois, tout cela avait été inutile. Le soleil de cette fin d'automne perçait timidement à travers les nuages, créant des reflets dorés sur les façades anciennes de la rue Président-Édouard Herriot. Pour la première fois depuis des semaines, je remarquais la beauté de ma ville. Les détails architecturaux que j'avais cessé de voir, les sculptures ornant les balcons, les ferronneries délicates des fenêtres, tout semblait plus net, plus vivant. C'était comme si j'avais porté des lunettes floues toute ma vie et que je venais enfin de mettre la bonne correction. En passant devant les vitrines élégantes des grands magasins, je me suis arrêté devant mon reflet. Cette femme de 69 ans aux cheveux grisonnants, aux rides creusées par les soucis et les sacrifices, cette femme que Philippe trouvait inutile, était en réalité millionnaire. L'ironie de la situation était si frappante que j'ai failli éclater de rire au beau milieu de la rue. Je suis rentré chez moi et j'ai passé des heures à regarder les documents étalés sur ma table de cuisine. Les photos des appartements parisiens brillaient sous la lumière de ma lampe de bureau. Ces propriétés magnifiques dans le 16e arrondissement, avec leur haut plafond, leur moulure d'époque, leur parquet en point de Hongrie, tout cela m'appartenait depuis 20 ans sans que je le sache vraiment. Les extraits bancaires racontaient une histoire fascinante. Ma tante Marguerite, cette femme excentrique que je voyais si rarement, avait été bien plus fortunée que notre famille ne l'avait jamais imaginé. Elle avait investi intelligemment dans l'immobilier parisien dans les années 80 et 90, à une époque où les prix étaient encore abordables. Ces investissements avaient fructifié au-delà de toute attente. Je me souvenais vaguement de Marguerite lors de ses rares visites familiales. Elle arrivait toujours dans des taxis, portait des vêtements simples mais élégants, et parlait peu de sa vie privée. Ma mère disait souvent qu'elle était bizarre et secrète. Maintenant, je comprenais qu'elle était simplement discrète sur sa fortune. Peut-être avait-elle appris, comme moi j'allais l'apprendre, que l'argent révèle le vrai visage des gens. Mais alors qu'une partie de moi se réjouissait de cette découverte inespérée, une amertume profonde s'installait dans mon cœur. Où était Philippe quand j'avais reçu le diagnostic le plus effrayant de ma vie ? Où était mon fils quand j'avais le plus besoin de lui ? Il m'avait abandonné, m'avait traité comme un fardeau, comme quelqu'un qui ne servait à rien. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de notre relation à jamais. Je ne dirais rien à Philippe au sujet de l'héritage. Je voulais voir jusqu'où pourrait aller sa cruauté, son manque d'amour pour moi. Je voulais comprendre réellement quel genre d'homme j'avais élevé, quel genre de fils il était devenu. J'avais besoin de savoir si le petit garçon tendre que j'avais connu existait encore quelque part en lui, ou s'il avait complètement disparu, écrasé par l'appât du gain et l'égoïsme. Cette épreuve serait douloureuse pour moi, mais nécessaire. Une mère a le devoir de connaître la vérité sur son enfant, même quand cette vérité fait mal. Les jours suivants ont été une véritable épreuve de résistance émotionnelle et physique. J'ai commencé ma chimiothérapie à l'hôpital Édouard Herriot, là où j'avais consacré 40 années de ma vie professionnelle. Quelle étrange sensation que de passer de l'autre côté, de devenir patiente dans les couloirs que j'avais arpentés en blouse blanche pendant tant d'années. Les infirmières me traitaient avec un respect et une tendresse particuliers. Marie-Claire, qui avait été ma collègue pendant 15 ans avant de prendre sa retraite, s'était portée volontaire pour m'accompagner lors de mes séances. Delphine,
me disait-elle en tenant ma main pendant les perfusions, tu as soigné tant de gens ici. Maintenant, c'est à nous de prendre soin de toi. Dr Moreau lui-même venait me voir personnellement après chaque séance. Comment vous sentez-vous, Delphine? Votre famille vous soutient bien? Cette question innocente me déchirait à chaque fois. Comment lui expliquer que mon unique famille m'avait tourné le dos? Comment avouer que mon fils trouvait ma maladie géniale, parce qu'elle le débarrassait d'un fardeau? Je mentais poliment. Oui, docteur, tout va bien. Mais mes yeux ne pouvaient cacher la tristesse qui m'habitait. Dr Moreau était trop expérimenté pour ne pas remarquer cette mélancolie qui n'avait rien à voir avec les effets secondaires de la chimiothérapie. Chaque soir, en rentrant chez moi, épuisé par le traitement, je retrouvais un appartement silencieux et froid. Le téléphone restait muet. Pas un appel de Philippe, pas un message, pas une visite. Le silence de mon fils était plus assourdissant que n'importe quel bruit. C'était un silence qui criait son indifférence, son abandon, son mépris. J'avais installé une routine mélancolique. Je préparais un thé, je m'installais dans mon fauteuil face à la fenêtre, et je regardais la vie continuer dans la rue en dessous. Les familles qui se promenaient ensemble, les enfants qui couraient vers leurs parents, les couples âgés qui marchaient main dans la main, tout cela me rappelait cruellement ma solitude. Un soir, n'y tenant plus, j'ai décidé de tester Philippe. J'avais besoin de savoir exactement à quel point il était devenu insensible. J'ai composé son numéro d'une main tremblante, non pas à cause de la chimiothérapie, mais à cause de l'appréhension de ce que j'allais découvrir. Philippe, c'est moi. Je me sens très mal, mon fils. La chimiothérapie est terrible. Sa réponse a été comme une gifle. Maman, je t'ai dit que j'étais occupée. Je ne peux pas passer mon temps à t'écouter te plaindre. J'avais juste besoin d'entendre ta voix. Je me sens si seule. Écoute, maman, je vais être directe avec toi. J'ai ma propre famille à m'occuper. Camille et moi, nous essayons d'acheter une maison plus grande, les enfants ont besoin d'écoles privées. Je ne peux pas perdre mon temps et mon argent avec tes problèmes de santé. Ces mots ont résonné dans ma tête comme un marteau frappant sur une enclume. Mon propre fils parlait de moi comme d'un investissement non rentable, d'une charge financière à éviter. L'homme que j'avais mis au monde, que j'avais nourri de mon lait, que j'avais aimé inconditionnellement, me réduisait à une équation comptable. Philippe, je ne t'ai jamais demandé d'argent. Pas encore, mais je sais que tu vas le faire. Et laisse-moi te prévenir, je n'ai pas les moyens pour des traitements coûteux. Si la sécurité sociale ne couvre pas, tu devras te débrouiller. J'ai raccroché avec le cœur brisé, mais maintenant aussi avec une détermination de fer. Mon fils avait besoin d'apprendre une leçon qu'il n'oublierait jamais. Et j'avais maintenant les moyens de la lui enseigner. Dans les jours qui ont suivi, j'ai continué mes tests. À chaque appel, Philippe se montrait plus froid, plus impatient, plus cruel. Il a même commencé à éviter mes appels, laissant sonner le téléphone dans le vide. Quand il finissait par décrocher, c'était pour me dire qu'il n'avait pas le temps, qu'il avait des choses importantes à faire. Un matin, particulièrement affaibli par une séance de chimiothérapie particulièrement difficile, j'ai appelé Philippe en larmes. Mon fils, je me sens si mal. J'ai vomi toute la nuit, je n'arrive pas à manger. J'ai peur, Philippe. J'ai vraiment peur. Sa réponse a été d'une cruauté inouïe. Maman, tu dramatises toujours tout. C'est normal d'être malade quand on a un cancer. Arrête de m'appeler à chaque fois que tu ne te sens pas bien. Mais Philippe, j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin de savoir que mon fils m'aime. Mon amour ne va pas guérir ton cancer, maman. Accepte la réalité et arrête de m'embêter avec ça. Cette conversation a été le point de non-retour. Philippe venait de franchir une ligne qu'aucun fils ne devrait jamais franchir. Il avait non seulement renié son amour pour moi, mais il avait aussi montré une indifférence totale face à ma souffrance. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'accélérer mon plan. J'ai appelé Maître Dubois et lui ai demandé de préparer tous les documents de succession.
J'avais aussi une idée particulière sur la manière de révéler ma véritable situation financière à Philippe. Madame Delphine, m'a dit l'avocat lors de notre rendez-vous suivant, puis-je vous suggérer quelque chose? Que diriez-vous d'organiser une rencontre où vous révéleriez votre réelle situation financière? Ainsi, vous pourriez voir sa réaction et prendre vos décisions finales concernant l'héritage. Excellente idée, maître Dubois. Mais je veux que ce soit quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Nous pourrions organiser cela comme une révélation progressive. D'abord lui faire croire que vous avez découvert quelque chose, puis lui montrer l'ampleur de votre patrimoine. L'effet de surprise sera plus éducatif. J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Vous me comprenez parfaitement, maître Dubois. Nous avons passé les 2 semaines suivantes à planifier chaque détail de cette confrontation. Pendant ce temps, Philippe continuait à démontrer sa froideur avec une constance décourageante. Quand je l'appelais, il raccrochait au bout de quelques secondes. Quand je lui demandais de venir me voir, il trouvait toujours une excuse. Quand je parlais de mon traitement, il changeait de sujet ou mettait fin à la conversation. J'ai même testé ses limites en lui demandant des petites choses. Philippe, pourrais-tu m'accompagner à la pharmacie? J'ai du mal à porter mes médicaments. Sa réponse, maman, tu peux prendre un taxi. Ou encore, mon fils, pourrais-tu passer me voir dimanche? Je me sens si isolé. Sa réponse, dimanche, c'est sacré pour ma famille. Tu ne peux pas être malade un jour qui m'arrange? Cette dernière phrase avait été particulièrement révélatrice. Philippe voulait que ma maladie s'adapte à son emploi du temps, comme si le cancer était quelque chose que je pouvais programmer selon ses convenances. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a eu lieu un dimanche après-midi. Je me sentais particulièrement mal à cause des effets cumulés de la chimiothérapie. Mes nausées étaient intenses, j'avais des vertiges, et surtout, j'avais besoin de sentir que je n'étais pas complètement seul au monde. J'ai appelé Philippe, mon fils, je passe une journée très difficile. Pourrais-tu venir me voir, s'il te plaît? Maman, c'est dimanche. Je suis au parc avec ma famille. Tu ne peux pas être malade un jour qui me convient? Philippe, s'il te plaît, j'ai juste besoin de ta présence. Écoute, maman, je vais te dire la vérité. Tu deviens un poids dans ma vie. Peut-être que tu devrais considérer une maison de retraite. Comme ça, tu serais bien soigné et moi, je pourrais vivre ma vie en paix. Une maison de retraite? Philippe, je n'ai que 69 ans et je suis en traitement. Tu es vieille et malade. Tu n'arrives plus à t'occuper de toi toute seule. Une maison de retraite, c'est le meilleur endroit pour toi. Et si je ne veux pas y aller? Maman, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas d'argent pour te maintenir, tu n'as plus la santé. Accepte la réalité. J'ai raccroché en sachant que l'heure était venue d'exécuter mon plan. Philippe avait franchi toutes les lignes rouges. Il venait de me condamner à l'exil dans une institution parce qu'il me considérait comme un fardeau financier et émotionnel. Cette nuit-là, j'ai relu tous les documents de l'héritage. 2,8 millions d'euros. Une fortune que Philippe convoiterait certainement s'il la connaissait. Mais il ne la connaissait pas, et cela me donnait un avantage psychologique énorme. J'avais maintenant toutes les cartes en main pour lui enseigner la leçon la plus importante de sa vie. Une leçon sur l'amour filial, sur la gratitude, sur l'humanité. Une leçon qu'il n'oublierait jamais, j'en étais certaine. Le lendemain matin, j'ai mis mon plan à exécution. Il était temps que Philippe découvre qui était vraiment sa mère, et surtout, il était temps qu'il découvre ce qu'il avait perdu à cause de sa cruauté et de son égoïsme. Le lundi suivant, j'ai mis mon plan en action. Je me suis levé tôt, malgré la faiblesse de la chimiothérapie, et je me suis habillé avec mes plus beaux vêtements. Pas les vêtements simples que j'avais toujours portés, mais un ensemble élégant que j'avais acheté le week-end dernier, un blazer bleu marine et une jupe assortie, avec des chaussures en cuir véritable. Pour la première fois depuis des années, je me sentais puissante. Cette transformation vestimentaire n'était pas anodine. Devant le miroir de ma chambre, j'ai observé cette nouvelle femme qui me regardait.
Mes cheveux gris, habituellement tirés en chignon simple, étaient maintenant coiffés avec soin. J'avais même appliqué un peu de rouge à lèvres rose pâle, celui que j'avais acheté il y a des mois mais que je n'avais jamais osé porter. Cette femme dans le miroir avait quelque chose de différent dans le regard, une détermination que je ne me connaissais pas. J'ai pris le temps de préparer minutieusement mon appartement pour cette confrontation décisive. Chaque détail comptait. J'ai disposé les documents de l'héritage sur la table du salon avec un soin méticuleux, comme un général préparant sa stratégie de bataille. Les photos des appartements parisiens étaient étalées en éventail, leur façade haussmannienne brillante sous la lumière matinale qui filtrait par la fenêtre. Les extraits bancaires étaient classés par ordre chronologique, montrant l'accumulation progressive des intérêts au fil des années. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Cette même table avait été le théâtre de tant de moments difficiles, les factures que je comptais et recomptais en fin de mois, les courriers de l'école concernant les frais de scolarité de Philippe, les devis de réparation que je ne pouvais pas me permettre. Aujourd'hui, elle allait accueillir la révélation de ma fortune cachée. J'ai également préparé discrètement un petit magnétophone, un appareil que j'avais acheté des années auparavant pour enregistrer les cours de formation continue à l'hôpital. Je voulais capturer chaque mot, chaque intonation de la voix de Philippe. Cette conversation serait historique, et je voulais en garder une trace indélébile. À 9 heures précises, j'ai composé le numéro de Philippe. Mes doigts ne tremblaient plus comme lors de nos conversations précédentes. Cette fois, c'était différent. Cette fois, j'avais le contrôle. Philippe, j'ai besoin de te parler aujourd'hui. C'est urgent. Maman, je t'ai déjà dit que je n'avais pas le temps pour tes drames. Sa voix portait cette exaspération habituelle, cette lassitude feinte qu'il affichait depuis des années quand il s'agissait de moi. Mais aujourd'hui, au lieu de me blesser, cette attitude ne faisait que renforcer ma résolution. Ce n'est pas un drame, mon fils. C'est à propos de mon héritage. Le silence qui a suivi était éloquent. Je pouvais presque entendre les rouages de son cerveau calculateur se mettre en marche. Philippe avait toujours eu un radar infaillible pour tout ce qui concernait l'argent. Quel héritage? Tu n'as rien. Si, j'ai quelque chose. J'ai découvert des documents de tante Marguerite. Je dois te parler aujourd'hui, dans mon appartement, à 3 heures de l'après-midi. Maman, tu délires à cause des médicaments. Philippe, je t'attendrai à 3 heures. Viens seul. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre, un sourire satisfait aux lèvres. Je savais que la curiosité ne le laisserait pas en paix. Philippe avait toujours été obsédé par l'argent, et le mot « héritage » était comme du miel pour une abeille. Les heures qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. J'ai passé le reste de la matinée à organiser chaque détail de cette confrontation. J'ai relu plusieurs fois les documents de Maître Dubois, mémorisant chaque chiffre, chaque clause. Je voulais être parfaitement préparé à toutes ces questions, à toutes ces réactions. Vers midi, j'ai pris un déjeuner léger, un potage aux légumes et quelques crackers. Mon appétit était presque inexistant, non pas à cause de la chimiothérapie cette fois, mais à cause de l'anticipation. Mon estomac se nouait à l'idée de ce qui allait se passer. C'était comme avant un examen important, cette nervosité mêlée d'excitation qui fait battre le cœur plus fort. J'ai également pris le temps de réfléchir aux années passées, à tous ces moments où Philippe m'avait blessé sans même s'en rendre compte. Ces anniversaires où il arrivait en retard et repartait tôt, ces fêtes de Noël où il regardait constamment son téléphone, ces promesses de me rendre visite qu'il oubliait systématiquement. Chaque souvenir renforçait ma détermination. À 2h30, j'ai entendu des pas précipités dans l'escalier. Philippe arrivait en avance, comme je l'avais prévu. Il n'avait pas pu résister à la curiosité. Ses pas lourds et pressés résonnaient comme un tambour annonçant le début du spectacle. J'ai senti mon cœur s'accélérer, non pas de peur, mais d'une anticipation presque jouissive. Il a frappé à la porte avec cette impatience caractéristique qui le définissait si bien. 3 coups secs, autoritaires, comme s'il avait le droit d'exiger que je lui ouvre immédiatement. Quand j'ai ouvert la porte, il est entré sans même me saluer,
ses yeux fouillant déjà l'appartement à la recherche d'indices sur ce mystérieux héritage. Son comportement était exactement celui que j'avais anticipé, aucune politesse, aucune inquiétude pour ma santé, aucune tendresse filiale. Juste une avidité pure et simple. Où sont ces documents dont tu as parlé? Bonjour à toi aussi, Philippe. Assieds-toi, s'il te plaît. Il s'est jeté sur le canapé avec cette décontraction arrogante qui m'agaçait tant. Ses vêtements coûteux, un costume sur mesure que je reconnaissais, des chaussures italiennes qui coûtaient probablement plus que ma pension mensuelle, contrastaient cruellement avec la simplicité de mon salon. Il était l'image parfaite du fils ingrat qui avait réussi financièrement mais qui avait perdu son âme en chemin. Je me suis assise dans le fauteuil en face de lui, observant chaque expression de son visage. Philippe avait les traits tendus de quelqu'un qui vit constamment sous pression, toujours en train de calculer, toujours en train de planifier son prochain coup financier. Quand avait-il perdu cette spontanéité joyeuse de l'enfance? Maman, arrête de faire du suspense. Quelle est cette histoire d'héritage? J'ai pris la chemise contenant les documents et je l'ai posée sur mes genoux, sans l'ouvrir encore. Ce moment de suspense était délicieux. Pour une fois, c'était moi qui tenais les cartes, moi qui contrôlais la situation. Philippe, avant de te montrer cela, je veux te poser une question. M'aimes-tu? Il a levé les yeux au ciel avec cette exaspération théâtrale qu'il maîtrisait si bien. Quelle question est-ce là? Bien sûr que je t'aime. Tu es ma mère. Même quand tu as dit que je ne servais à rien? Maman, j'étais nerveux. Tu sais comment c'est, je travaille beaucoup, j'ai des pressions. Mensonge. Excuse facile. Justification pathétique. Chaque mot qui sortait de sa bouche ne faisait que confirmer ce que je savais déjà, Philippe était incapable d'assumer la responsabilité de ses actes cruels. Et quand tu as suggéré que j'aille dans une maison de retraite? Je pensais à ton bien-être. Tu as besoin de soins spécialisés. Encore des mensonges. Des mensonges si évidents qu'ils en devenaient insultants. Philippe ne pensait qu'à une chose, se débarrasser de moi pour pouvoir vivre sa vie sans le fardeau de sa mère malade. Philippe, si j'avais de l'argent, tu me traiterais différemment? Ses yeux ont brillé d'un éclat que je connaissais bien. C'était le même regard qu'il avait enfant quand il voyait quelque chose qu'il voulait absolument avoir dans une vitrine de magasin. Quel genre de question est-ce? Je te traite bien indépendamment de tout. Tu en es sûr? Bien sûr que j'en suis sûr. Maintenant, montre-moi ces papiers. L'impatience dans sa voix était palpable. Il se penchait vers moi, les mains tendues, prêt à saisir les documents. Cette avidité était répugnante, mais en même temps, elle était exactement ce dont j'avais besoin pour justifier ce que j'allais faire. J'ai ouvert la chemise lentement, comme s'il s'agissait d'un cadeau de Noël précieux. D'abord, j'ai montré les photos des appartements parisiens. Les clichés étaient magnifiques, des façades élégantes du 16e arrondissement, des balcons en fer forgé, des fenêtres hautes qui témoignaient du standing de ses propriétés. Voici 3 appartements que j'ai hérités de tante Marguerite. Ils sont dans le 16e arrondissement. Philippe a saisi les photos avec des mains qui tremblaient légèrement. Je voyais ses yeux parcourir chaque détail, évaluant instinctivement la valeur de ses biens. Son visage avait changé d'expression. L'ennui et l'impatience avaient fait place à une attention fébrile. Ces appartements sont à toi? Ils sont à moi depuis 20 ans. Et voici. J'ai sorti les extraits bancaires, un compte qui accumule des intérêts depuis tout ce temps. J'ai observé le moment exact où il a fait les calculs mentaux. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche s'est entr'ouverte. C'était comme regarder quelqu'un découvrir un trésor caché. Mais ce qui me frappait le plus, c'était l'absence totale de joie pour moi dans son expression. Il n'était pas heureux que sa mère soit riche, il était excité à l'idée de ce que cette richesse pourrait lui apporter. Maman, combien ça vaut? Selon l'avocat, environ 2,8 millions d'euros. Philippe a littéralement bondi du canapé. Le choc était si intense qu'il ne pouvait plus rester assis. Il a commencé à faire les 100 pas dans le salon,
ses mains dans ses cheveux, marmonnant des calculs incompréhensibles. 2,8 millions? Tu plaisantes? Je ne plaisante pas, mon fils. Tu es millionnaire? Tu as toujours été millionnaire? Sa voix devenait de plus en plus aiguë, presque hystérique. C'était fascinant de voir cet homme d'affaires habituellement si contrôlé perdre complètement ses moyens face à l'appât du gain. J'ai découvert cela il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines? Sa voix a grimpé d'un octave, et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Nous arrivions maintenant à la partie la plus importante de mon plan. Le moment où j'allais lui faire prendre conscience de sa propre monstruosité. Philippe, te souviens-tu de ce que tu m'as dit quand tu as appris mon diagnostic? Il s'est arrêté de marcher, l'air confus et légèrement paniqué. Je ne me souviens pas exactement. Tu as dit que je ne servais à rien. Que j'étais un fardeau dans ta vie. Maman, j'ai déjà expliqué que j'étais nerveux. Tu as suggéré que j'aille dans une maison de retraite parce que je n'avais pas d'argent pour me maintenir. Je voulais dire... Tu as ri quand j'ai dit que j'avais besoin de 50 000 € pour un traitement. Philippe était maintenant livide. Je pouvais voir la sueur perler sur son front. Il commençait à comprendre où cette conversation nous menait, et cela le terrifiait. Maman, tu dois comprendre ma situation. Quelle situation, Philippe? La situation d'un homme qui abandonne sa propre mère malade parce qu'il pense qu'elle n'a pas d'argent? Ce n'était pas ça. Non. Alors explique-moi pourquoi tu m'as traité comme un déchet quand tu pensais que j'étais pauvre, et pourquoi maintenant tu es là avec les yeux qui brillent parce que tu as découvert que je suis riche. Il a essayé de s'approcher de moi, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Ce geste simple avait une autorité que je ne me connaissais pas. Pour la première fois depuis des années, c'était moi qui donnais les ordres. Reste où tu es, Philippe. Je veux que tu écoutes très attentivement ce que je vais te dire. Il s'est figé, visiblement nerveux. La transformation était saisissante. L'homme arrogant qui était entré dans mon appartement une heure plus tôt était devenu un petit garçon apeuré face à l'autorité maternelle. Pendant ces semaines où tu m'abandonnais, pendant que tu me traitais avec mépris, j'observais. Je voulais voir s'il restait un soupçon d'amour véritable en toi. Je voulais croire que le fils que j'avais élevé avec tant de sacrifices existait encore quelque part. Maman, Mais tu m'as profondément déçu, Philippe. Tu m'as montré que ton amour pour moi dépend de mon compte en banque. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de libération. Enfin, je disais tout ce que j'avais sur le cœur. Enfin, je me libérais du poids de cette déception immense. Maintenant, je veux voir comment tu vas réagir à ce que j'ai à te dire ensuite. Le silence qui a suivi était électrique. Philippe me regardait avec des yeux suppliants, comme s'il pouvait deviner ce qui allait suivre. L'anticipation était presque palpable dans la pièce. J'ai sorti une feuille de papier de la chemise et je l'ai tenue devant lui comme une sentence de tribunal. Voici mon testament, signé et enregistré la semaine dernière. Ses yeux se sont fixés sur le document comme s'il s'agissait d'un serpent prêt à l'attaquer. Je pouvais voir la peur envahir son visage, cette peur primitive de perdre quelque chose qu'il n'avait jamais possédé mais qu'il considérait déjà comme sien. Dans ce testament, je précise clairement que toi, mon unique héritier biologique, tu ne recevras pas un centime de mon héritage. Le sang a quitté le visage de Philippe d'un coup. Il était devenu aussi blanc qu'un linge, ses lèvres tremblaient. C'était comme regarder quelqu'un recevoir un diagnostic de maladie grave. Quoi? Maman, tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. Et je vais t'expliquer où va chaque euro que tu convoites tant. Je me suis levé et je suis allé vers la fenêtre, regardant la rue animée en contrebas. Je pouvais sentir son désespoir remplir l'appartement comme un gaz toxique. Cette inversion des rôles était grisante. Pour une fois, c'était lui qui était dans la position de faiblesse. D'abord, 500 000 € iront à l'hôpital Édouard Herriot, où j'ai travaillé pendant 40 ans. Ils créeront un fonds pour aider les patients démunis atteints de cancer, des gens qui, contrairement à moi,
n'ont vraiment pas de ressources pour se soigner. Maman, tu as perdu la raison. Sa voix était devenue stridente, presque hystérique. C'était fascinant de voir cet homme d'affaires réputé perdre complètement son sang-froid. J'ai continué sans me retourner. 800 000 € de plus iront à des institutions caritatives qui s'occupent de personnes âgées abandonnées par leurs propres enfants. Oui, Philippe, il y en a beaucoup comme moi. J'ai entendu le bruit de sa chaise qui se renversait quand il s'est levé brusquement. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ton fils. Je me suis retourné pour le regarder droit dans les yeux. Tu es mon fils biologique, mais tu as cessé d'être mon fils de cœur au moment où tu m'as abandonné. Je ne t'ai pas abandonné. Non. Alors où étais-tu quand je pleurais seul après la chimiothérapie? Où étais-tu quand je te suppliais pour un peu de tendresse? Où étais-tu quand j'avais besoin de quelqu'un pour me serrer dans ses bras et me dire que tout irait bien? Chaque question était comme un coup de marteau sur l'enclume de sa conscience. Je voyais qu'il essayait de trouver des justifications, des excuses, mais pour une fois dans sa vie, il était à court de mots. Philippe a tenté de s'approcher à nouveau. Maman, je peux changer. Laisse-moi t'aider maintenant. Maintenant? Maintenant que tu as découvert que j'ai de l'argent? Ce n'est pas à cause de l'argent. Non. Alors pourquoi tu n'es pas venu me voir une seule fois pendant le traitement? Pourquoi tu n'as pas appelé pour savoir comment j'allais? Pourquoi tu as suggéré que j'aille dans une maison de retraite? Il a baissé la tête, sans réponse. Pour la première fois depuis des années, Philippe était confronté à la vérité brute de ses actes, et il ne pouvait plus se cacher derrière ses excuses habituelles. Philippe, tu veux savoir ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas le fait que tu aies été cruel avec moi. C'est le fait que tu aies menti tout à l'heure, quand tu as dit que tu m'aimais indépendamment de tout. J'ai sorti le magnétophone de sa cachette derrière le vase de fleurs. Tout ce que tu as dit aujourd'hui a été enregistré. Y compris le moment où tes yeux ont brillé quand tu as appris l'existence de l'héritage. Il est devenu livide. Tu m'as enregistré? Oui. Et tu sais pourquoi? Parce que je voulais être sûr de prendre la bonne décision. Je suis retourné vers mon fauteuil et je l'ai regardé fermement. Philippe, tu as 5 minutes pour sortir de chez moi. Et je ne veux plus que tu reviennes. Maman, s'il te plaît. J'ai besoin de cet argent. J'ai des dettes, la nouvelle maison, les enfants. Les enfants? Tu t'inquiètes pour tes filles maintenant? Comme c'est intéressant. Quand j'étais malade, tu n'as pas mentionné qu'elle pourrait devenir orpheline de grand-mère. Elle t'aime. Mensonge. Tu ne les as jamais amenées me voir. Elles me connaissent à peine parce que tu as toujours inventé des excuses pour ne pas venir ici. La vérité était impitoyable, et chaque mot portait. Philippe se rendait compte, peut-être pour la première fois de sa vie, de l'étendue de sa négligence et de sa cruauté. Philippe s'est agenouillé devant moi, ce qui était à la fois pathétique et révoltant. Maman, je t'en supplie. Donne-moi une chance. Je vais être un meilleur fils. J'ai regardé cet homme de 45 ans à genoux devant moi et j'ai ressenti un mélange de pitié et de dégoût. Philippe, tu crois que l'amour s'achète? Que le respect se conquiert par la supplication? Je vais prouver que j'ai changé. Comment? En étant tendre avec moi maintenant que tu sais que j'ai de l'argent? Ce n'est pas de l'amour, Philippe. C'est de l'intérêt. Je me suis levé et je suis allé vers la porte. Tes 5 minutes sont écoulées. Il s'est levé, désespéré, et si je conteste le testament en justice? Tu peux essayer. Maître Dubois m'a dit que tu en avais le droit. Mais il m'a aussi dit que les enregistrements de nos conversations, y compris celles d'aujourd'hui, sont des preuves suffisantes pour prouver que tu m'as délibérément abandonné. J'ai ouvert la porte. Sors, Philippe. Il est passé devant moi comme un zombie, mais il s'est arrêté dans le couloir. Maman, tu vas regretter ça. J'ai déjà regretté beaucoup de choses dans ma vie, Philippe. D'avoir travaillé 2 emplois pour payer tes études pendant que tu te plaignais que les autres enfants avaient des vêtements plus chers. D'avoir renoncé à ma relation avec Pierre parce que tu as dit que tu ne l'aimais pas. D'avoir cru qu'au fond,
tu étais encore le petit garçon tendre que tu avais été un jour. J'ai fermé la porte et je m'y suis appuyé, écoutant ses pas s'éloigner dans l'escalier. Le silence qui a suivi était différent de tous ceux que j'avais connus. Ce n'était plus un silence de solitude, mais un silence de libération. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais en paix avec moi-même. J'avais dit la vérité, j'avais défendu ma dignité, j'avais refusé d'être traité comme un objet sans valeur. Philippe avait eu ce qu'il méritait, ni plus ni moins. Dans les jours qui ont suivi, le téléphone a sonné sans arrêt. Philippe tentait de me joindre, laissant des messages de plus en plus désespérés. Il a envoyé des textos implorant mon pardon. Il a même essayé de revenir frapper à ma porte plusieurs fois, mais je n'ai jamais ouvert. 2 semaines plus tard, j'ai reçu la visite de Camille, ma belle-fille, accompagnée de mes 2 petites filles. Elle avait l'air visiblement embarrassée, mais déterminée à parler. Delphine, j'ai appris ce qui s'est passé. Je voulais te présenter mes excuses pour le comportement de Philippe. Cette femme que j'avais toujours appréciée se tenait devant moi avec ses 2 filles, Emma et Sophie, qui me regardaient avec une curiosité mêlée de timidité. Ces enfants que je connaissais à peine à cause de l'égoïsme de leur père. Tu n'as rien à voir avec ça, Camille. Tu as toujours été gentille avec moi. Il est désespéré. Il a pleuré pendant des jours quand il a réalisé ce qu'il avait perdu. J'ai regardé mes petites filles, ces 2 fillettes adorables de 8 et 10 ans, qui m'observaient avec une innocence touchante. Camille, les filles savent que j'étais malade? Elles le savent. Elles ont demandé plusieurs fois si elles pouvaient venir te voir, mais Philippe disait toujours que tu allais bien et que tu n'avais pas besoin de visite. Mon cœur s'est serré. Mes propres petites filles avaient été empêchées de me connaître, privées de l'amour de leur grand-mère par l'égoïsme de leur père. Grand-mère, tu vas mieux maintenant? A demandé la plus petite, Emma, avec cette candeur propre aux enfants. Oui, ma chérie. Et je vais aller de mieux en mieux. Papa a dit que tu étais très fâchée contre lui. J'ai pris les 2 fillettes dans mes bras. Parfois, les adultes font des choses qui ne sont pas bien et ils doivent apprendre de leurs erreurs. Cette visite m'a profondément émue. Ces enfants innocentes n'avaient rien à voir avec les fautes de leur père. Elles méritaient de connaître leur grand-mère, et j'avais envie de faire partie de leur vie. Après leur départ, j'ai pris une décision importante. J'ai appelé Maître Dubois pour modifier mon testament une fois de plus. Cette fois, ce n'était pas pour punir, mais pour protéger l'avenir de ces 2 petites filles qui n'avaient rien demandé. La confrontation avec Philippe m'avait libéré d'un poids énorme. J'avais dit tout ce que j'avais sur le cœur, j'avais défendu ma dignité, j'avais refusé d'être traité comme un objet sans valeur. Maintenant, il était temps de penser à l'avenir, à ces 2 petites filles qui méritaient mieux que l'héritage d'amertume que leur père leur transmettait. Philippe était visiblement nerveux, transpirant à grosses gouttes. Je pouvais voir dans ses yeux la peur que ses rêves de richesse facile ne s'écroulent. Il s'est rassis, cette fois au bord du canapé, les mains entrelacées, essayant de retrouver une contenance qu'il avait perdue depuis longtemps. Maman, je sais que j'ai commis des erreurs, mais... Silence, Philippe. Maintenant, c'est mon tour de parler. J'ai pris une feuille de papier de la chemise et je l'ai tenue devant lui, observant son visage se décomposer à mesure qu'il comprenait l'importance de ce document. Voici mon testament, signé et enregistré la semaine dernière. Ses yeux se sont fixés sur le document comme s'il s'agissait d'un serpent prêt à l'attaquer. Je pouvais sentir la tension électrique qui remplissait la pièce, cette atmosphère lourde qui précède les grandes révélations. Dans ce testament, je précise clairement que toi, mon unique héritier biologique, tu ne recevras pas un centime de mon héritage. Le sang a quitté le visage de Philippe d'un coup. Il est devenu aussi pâle qu'un linge, ses lèvres se sont mises à trembler incontrôlablement. Sa respiration s'est accélérée, et j'ai cru un instant qu'il allait s'évanouir. Quoi? Maman, tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. Et je vais t'expliquer où va chaque euro que tu convoites tant. Je me suis levé avec une dignité nouvelle et je suis allé vers la fenêtre, regardant la rue animée en contrebas. Les passants continuaient leur vie normale,
ignorant le drame qui se jouait dans mon petit appartement. Cette normalité contrastait cruellement avec l'intensité de ce moment décisif. D'abord, 500 000 € iront à l'hôpital Édouard Herriot, où j'ai travaillé pendant 40 ans. Ils créeront un fonds pour aider les patients démunis atteints de cancer, des gens qui, contrairement à moi, n'ont vraiment pas de ressources pour le traitement. Maman, tu as perdu la raison. Sa voix était devenue stridente, presque animale. C'était troublant de voir cet homme d'affaires habituellement si maître de lui perdre complètement le contrôle face à la perspective de perdre un argent qui n'avait jamais été le sien. J'ai continué sans me retourner, savourant chaque mot de cette justice poétique. 800 000 € de plus iront à des institutions caritatives qui s'occupent de personnes âgées abandonnées par leurs propres enfants. Oui, Philippe, il y en a beaucoup comme moi. Beaucoup de mères et de pères qui ont tout donné à leurs enfants pour être jetés comme de vieux meubles quand la maladie ou l'âge arrive. J'ai entendu le bruit de sa chaise qui se renversait quand il s'est levé brusquement. Il avait perdu toute dignité, toute retenue. L'homme qui se tenait derrière moi n'était plus le fils que j'avais élevé, mais un étranger cupide et désespéré. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ton fils. Je me suis retourné pour le regarder droit dans les yeux, avec une fermeté que je ne me connaissais pas. Tu es mon fils biologique, mais tu as cessé d'être mon fils de cœur au moment où tu m'as abandonné. Je ne t'ai pas abandonné. Non. Alors où étais-tu quand je pleurais seul après la chimiothérapie? Où étais-tu quand je te suppliais pour un peu de tendresse? Où étais-tu quand j'avais besoin de quelqu'un pour me serrer dans ses bras et me dire que tout irait bien? Chaque question était comme un coup de fouet sur sa conscience endormie. Je voyais qu'il essayait désespérément de trouver des justifications, des excuses, mais pour une fois dans sa vie, il était confronté à la vérité nue et brutale de ses actes. Philippe a tenté de s'approcher à nouveau, les bras tendus dans un geste de supplication pathétique. « Maman, je peux changer. Laisse-moi t'aider maintenant. » Maintenant? Maintenant que tu as découvert que j'ai de l'argent? Ce n'est pas à cause de l'argent. Non. Alors pourquoi tu n'es pas venu me voir une seule fois pendant le traitement? Pourquoi tu n'as pas appelé pour savoir comment j'allais? Pourquoi tu as suggéré que j'aille dans une maison de retraite? Il a baissé la tête, sans réponse. Pour la première fois depuis des années, Philippe était confronté à la réalité de ses actes sans pouvoir se cacher derrière ses excuses habituelles. Le silence qui a suivi était lourd de culpabilité et de remords tardifs. « Philippe, tu veux savoir ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas le fait que tu aies été cruel avec moi. C'est le fait que tu aies menti tout à l'heure, quand tu as dit que tu m'aimais indépendamment de tout. » J'ai sorti le magnétophone de sa cachette derrière le vase de fleurs, le petit appareil qui avait capturé toute sa cupidité. Tout ce que tu as dit aujourd'hui a été enregistré. Y compris le moment où tes yeux ont brillé quand tu as appris l'existence de l'héritage. Il est devenu livide, ses jambes ont tremblé. Tu m'as enregistré? Oui. Et tu sais pourquoi? Parce que je voulais être sûr de prendre la bonne décision. Je voulais avoir une preuve irréfutable de qui tu es vraiment. Je suis retourné vers mon fauteuil et je l'ai regardé avec une autorité que je n'avais jamais eue auparavant. Philippe, tu as 5 minutes pour sortir de chez moi. Et je ne veux plus que tu reviennes. Maman, s'il te plaît. J'ai besoin de cet argent. J'ai des dettes, la nouvelle maison, les enfants. Les enfants? Tu t'inquiètes pour tes filles maintenant? Comme c'est intéressant. Quand j'étais malade, tu n'as pas mentionné qu'elle pourrait devenir orpheline de grand-mère. Elle t'aime. Mensonge. Tu ne les as jamais amenées me voir. Elles me connaissent à peine parce que tu as toujours inventé des excuses pour ne pas venir ici. La vérité était impitoyable, et chaque mot portait. Philippe se rendait compte, peut-être pour la première fois de sa vie, de l'étendue de sa négligence et de sa cruauté envers celle qu'il aimait vraiment. Philippe s'est agenouillé devant moi dans un geste pathétique qui me révoltait autant qu'il me peinait. « Maman, je t'en supplie. Donne-moi une chance. Je vais être un meilleur fils. » J'ai regardé cet homme de 45 ans à genoux devant moi et j'ai ressenti un mélange troublant de pitié et de dégoût. Comment en était-il arrivé là?
Comment l'enfant que j'avais élevé avec tant d'amour était-il devenu cette caricature d'homme obsédé par l'argent? Philippe, tu crois que l'amour s'achète? Que le respect se conquiert par la supplication? Je vais prouver que j'ai changé. Comment? En étant tendre avec moi maintenant que tu sais que j'ai de l'argent? Ce n'est pas de l'amour, Philippe. C'est de l'intérêt pur et simple. Je me suis levé et je suis allé vers la porte, sentant le poids des années de déception se transformer en libération. Tes 5 minutes sont écoulées. Il s'est levé, désespéré, cherchant encore un moyen de retourner la situation. Et si je conteste le testament en justice? Tu peux essayer. Maître Dubois m'a dit que tu en avais le droit. Mais il m'a aussi dit que les enregistrements de nos conversations, y compris celles d'aujourd'hui, sont des preuves suffisantes pour prouver que tu m'as délibérément abandonné. J'ai ouvert la porte, laissant entrer l'air frais du couloir qui contrastait avec l'atmosphère étouffante de notre confrontation. Sors, Philippe. Il est passé devant moi comme un homme brisé, mais il s'est arrêté dans le couloir pour lancer une dernière menace. Maman, tu vas regretter ça. J'ai déjà regretté beaucoup de choses dans ma vie, Philippe. D'avoir travaillé 2 emplois pour payer tes études pendant que tu te plaignais que les autres enfants avaient des vêtements plus chers. D'avoir renoncé à ma relation avec Pierre parce que tu as dit que tu ne l'aimais pas. D'avoir cru qu'au fond, tu étais encore le petit garçon tendre que tu avais été un jour. J'ai fermé la porte et je m'y suis appuyé, écoutant ses pas s'éloigner dans l'escalier comme le bruit d'une époque qui se terminait définitivement. Le silence qui a suivi était différent de tous ceux que j'avais connus. Ce n'était plus un silence de solitude, mais un silence de libération et de paix retrouvée. Dans les jours qui ont suivi, Philippe a tenté de me contacter de toutes les manières possibles. Il appelait sans cesse, laissant des messages de plus en plus désespérés sur mon répondeur. Il envoyait des textos larmoyants implorant mon pardon. Il a même essayé de revenir frapper à ma porte plusieurs fois, mais je n'ai jamais ouvert. Cette période de harcèlement m'a confirmé que j'avais pris la bonne décision. 2 semaines après cette confrontation décisive, j'ai reçu une visite inattendue. C'était Camille, ma belle-fille, accompagnée de mes 2 petites filles, Emma et Sophie. Elle avait l'air visiblement embarrassée mais déterminée à réparer ce qui pouvait l'être. Delphine, j'ai appris ce qui s'est passé. Je voulais te présenter mes excuses pour le comportement de Philippe. Tu n'as rien à voir avec ça, Camille. Tu as toujours été gentille avec moi. Il est désespéré. Il a pleuré pendant des jours quand il a réalisé ce qu'il avait perdu. J'ai regardé mes petites filles, ces 2 fillettes adorables de 8 et 10 ans, qui m'observaient avec une curiosité mêlée de timidité. Ces enfants innocentes n'avaient rien à voir avec les fautes de leur père, et elles méritaient de connaître leur grand-mère. Camille, les filles savent que j'étais malade? Elles le savent. Elles ont demandé plusieurs fois si elles pouvaient venir te voir, mais Philippe disait toujours que tu allais bien et que tu n'avais pas besoin de visite. Mon cœur s'est serré de douleur et de colère. Mes propres petites filles avaient été empêchées de me connaître, privées de l'amour de leur grand-mère par l'égoïsme et la négligence de leur père. Combien de moments précieux avions-nous perdus? Grand-mère, tu vas mieux maintenant? A demandé la plus petite, Emma, avec cette candeur touchante propre aux enfants. Oui, ma chérie. Et je vais aller de mieux en mieux. Papa a dit que tu étais très fâchée contre lui. J'ai pris les 2 fillettes dans mes bras, sentant pour la première fois depuis longtemps la chaleur pure de l'amour familial. Parfois, les adultes font des choses qui ne sont pas bien et ils doivent apprendre de leurs erreurs. Cette visite m'a profondément émue et m'a fait réfléchir. Ces enfants innocentes ne méritaient pas de payer pour les fautes de leur père. Elles avaient le droit de connaître leur grand-mère, et j'avais envie de faire partie de leur vie. Après leur départ, j'ai pris une décision importante. J'ai appelé Maître Dubois pour modifier mon testament une fois de plus. Je veux faire une modification au testament. Quel type de modification, Madame Delphine? Je veux inclure un fonds d'éducation pour mes petites filles. 200 000 € pour chacune, qu'elles ne pourront utiliser qu'à leurs 18 ans, pour leurs études universitaires. Excellente idée. Et pour le reste? Le reste continue comme prévu.
hôpitaux, institutions caritatives, et une partie pour vous, qui m'avez tant aidé. Madame Delphine, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Vous ne ressentez même pas un peu de pitié pour Philippe? J'ai réfléchi quelques secondes avant de répondre. Je ressens de la pitié, oui. Mais pas pour Philippe adulte qui m'a abandonné. Je ressens de la pitié pour le petit garçon qu'il a été un jour, et que j'ai probablement trop gâté. Peut-être que c'est ma dernière chance de l'éduquer. Et s'il change vraiment? Maître Dubois, un vrai changement ne se produit pas par intérêt financier. Il se produit par un remords sincère. Si Philippe comprend un jour vraiment ce qu'il m'a fait, peut-être pourrons-nous encore avoir une relation. Mais ce ne sera pas à cause d'un héritage. 6 mois se sont écoulés depuis cette confrontation qui a changé ma vie. Mon traitement a été un succès complet, le cancer est en rémission. Philippe a tenté de reprendre contact plusieurs fois, mais toujours en parlant d'argent, de « seconde chance », de la façon dont il avait appris sa leçon. Jusqu'à ce qu'un après-midi de printemps, il apparaisse à ma porte. Il était différent. Plus maigre, avec des cernes profondes, les cheveux décoiffés. Quelque chose dans son apparence et son attitude avait changé. « Maman, puis-je entrer ?» Juste 5 minutes. Quelque chose dans sa voix m'a fait ouvrir la porte. Il est entré et s'est assis sur le même canapé où il avait découvert mon héritage des mois auparavant. L'ironie du moment ne m'a pas échappé. « Maman, je ne suis pas venu parler d'argent. » Non. Non. Je suis venu parler d'Emma. Mon cœur s'est accéléré. Qu'est-ce qui est arrivé à Emma? Elle va bien. Mais hier, elle m'a posé une question qui m'a détruit. J'ai attendu qu'il continue, observant cette vulnérabilité nouvelle dans son expression. Elle m'a demandé pourquoi je n'aimais pas grand-mère. Elle a dit qu'une camarade d'école lui avait raconté que quand les grands-mères tombent malades, les fils s'occupent d'elles avec beaucoup de tendresse. Philippe a commencé à pleurer, et c'était la première fois en décennies que je voyais mon fils pleurer de vraies larmes, pas des larmes de frustration ou de colère, mais des larmes de remords authentiques. Maman, j'ai regardé ma fille et j'ai vu la déception dans ses yeux. J'ai vu qu'elle apprenait que la famille n'était pas importante. Et j'ai réalisé que si un jour je tombe malade, peut-être qu'elle me traitera de la même façon que je t'ai traité. C'était la première fois en décennies que je voyais mon fils montrer une véritable introspection, une capacité à comprendre les conséquences de ses actes sur les autres. Maman, je ne veux pas de ton argent. Je veux retrouver ma mère. Je veux que mes filles connaissent la grand-mère que j'ai eu la chance d'avoir et que j'ai été trop idiot pour apprécier. Je me suis levée de mon fauteuil et je me suis assise à côté de lui sur le canapé. « Philippe, pourquoi es-tu devenu une personne si froide ?»« Je ne sais pas, maman. Je pense que je me suis perdue en chemin. Je suis devenue obsédée par le statut, par avoir plus que les autres. Et j'ai oublié que le plus important, je l'avais déjà, toi. » J'ai pris sa main, sentant pour la première fois depuis des années une connexion authentique avec mon fils. « Mon fils, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Mais j'avais besoin que tu comprennes que l'amour ne s'achète pas, ne se négocie pas, ne s'abandonne pas quand les choses deviennent difficiles. » J'ai compris, maman. Trop tard? J'ai regardé mon fils, non pas l'homme cupide qui avait découvert ma fortune, mais le petit garçon effrayé qui vivait encore en lui. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, Philippe. Mais cette fois, ça doit être sincère. Comment puis-je le prouver? Pas en me le prouvant. En te le prouvant à toi-même. En étant le père que tes filles méritent, le mari que Camille mérite, l'homme que ton père aurait dû être pour toi. Nous nous sommes embrassés et avons pleuré ensemble comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que mon fils était vraiment revenu. Le lendemain, Philippe est revenu avec Camille et les filles. Cette fois, nous n'avons pas parlé d'argent, d'héritage ou de testament. Nous avons parlé de vie, de famille, du temps perdu que nous pouvions encore récupérer. « Grand-mère, papa dit que tu es très courageuse », a dit Sophie, l'aînée. « Pourquoi, ma chérie ?
parce que tu as lutté contre une maladie très méchante et que tu as gagné. J'ai souri, regardant Philippe, j'ai lutté contre 2 maladies très méchantes, Sophie. Une dans mon corps et une autre dans le cœur de notre famille. Et avec votre aide, j'ai vaincu les 2. Philippe a commencé à me rendre visite régulièrement. Pas tous les jours, je ne voulais pas que ce soit par obligation, mais chaque fois qu'il ressentait une envie sincère d'être avec moi. Il amenait les filles pour que nous passions les après-midi ensemble, me racontait son travail, me demandait des conseils sur l'éducation de ses filles. 3 mois après cette réconciliation, j'ai appelé Maître Dubois à nouveau. Je veux faire une dernière modification au testament. Quel type de modification, Madame Delphine? Je veux inclure Philippe à nouveau. Pas comme héritier principal, mais je veux lui laisser l'appartement où je vis. C'est là qu'il a grandi, où nous avons nos meilleurs souvenirs. Vous en êtes sûr? J'en suis sûr. Mais avec une condition, il ne pourra vendre l'appartement que s'il en a vraiment besoin. Si c'est juste par cupidité, l'appartement ira automatiquement aux institutions caritatives. Et comment déterminerons-nous cela? Je laisse cette décision à Camille. Elle a toujours été sensée et juste. Quand j'ai raconté à Philippe cette modification du testament, il a pleuré à nouveau. Maman, tu en es sûre? Après tout ce que j'ai fait. Philippe, tu crois que je ferais cela si je n'étais pas sûr que tu as vraiment changé? Comment peux-tu en être sûr? Parce que ces 3 derniers mois, tu es venu me voir même en sachant que je t'avais retiré de l'héritage. Tu as amené tes filles pour qu'elles me connaissent même sans intérêt financier. Tu m'as demandé pardon sans rien demander en échange. J'ai pris sa main, mais surtout, parce que quand Emma m'a demandé l'autre jour si j'étais encore fâchée contre toi, et que j'ai dit non, elle a répondu, tant mieux, grand-mère, parce que maintenant papa sourit pour de vrai quand il parle de toi. Philippe a baissé la tête, maman, j'ai failli perdre la chose la plus précieuse de ma vie à cause de la cupidité. Failli, Philippe. Failli. Mais il était encore temps de réparer. Aujourd'hui, 1 an après tout cela, je peux dire que je suis une femme complète. Mon cancer est guéri, ma relation avec mon fils a été reconstruite sur des bases solides, et mes petites filles me rendent visite chaque semaine. Philippe est devenu un homme meilleur. Pas parfait, personne ne l'est, mais meilleur. Il a appris à valoriser les moments simples, à accorder plus d'attention à sa famille, à être reconnaissant pour ce qu'il a au lieu de toujours vouloir plus. Et moi? J'ai appris que parfois nous devons toucher le fond pour découvrir notre vraie force. J'ai appris que l'argent peut révéler le vrai caractère des gens, mais qu'il peut aussi être un outil pour enseigner des leçons importantes. La plus grande partie de mon héritage va toujours aux institutions caritatives, comme prévu. Parce que j'ai découvert que la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous partageons. Elle ne réside pas dans ce que nous laissons à nos enfants, mais dans ce que nous leur enseignons. Et la leçon la plus importante que Philippe a apprise n'était pas sur l'argent. C'était sur le temps. Parce que l'argent, on peut le gagner à nouveau, mais le temps perdu avec ceux qu'on aime, celui-là ne revient jamais. Parfois, quand nous sommes assis sur mon canapé, le même où il a découvert ma fortune, Philippe me dit « Maman, merci de ne pas avoir abandonné. » Et je réponds « Mon fils, une vraie mère n'abandonne jamais. Elle enseigne seulement de la façon dont il faut enseigner. » Aujourd'hui, je sais que ma maladie a été une bénédiction déguisée. Elle m'a montré qu'il m'aimait vraiment et m'a donné l'occasion d'enseigner à mon fils la valeur de l'amour inconditionnel. Et vous, chers auditeurs, j'espère que vous n'aurez jamais besoin de passer par ce que j'ai vécu pour découvrir qui vous aime vraiment. Mais si un jour vous en avez besoin, souvenez-vous, parfois, la plus grande démonstration d'amour est d'enseigner une leçon difficile. Parce qu'au final, peu importe combien d'argent nous avons en banque. Ce qui compte, c'est combien d'amour nous avons dans le cœur et combien nous sommes capables de partager cet amour avec ceux qui le méritent vraiment. Ceci est mon histoire. Une histoire d'abandon, de découverte, de leçons, finalement, de pardon. Une histoire qui m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour éduquer un enfant et qu'il n'est jamais trop tôt pour valoriser une mère.
Et s'il y a une leçon que je veux laisser à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'ici, c'est celle-ci: le temps est le cadeau le plus précieux que nous puissions offrir à quelqu'un. Ne gaspillez pas ce cadeau avec ceux que vous aimez, parce qu'un jour il pourrait être trop tard pour dire « je t'aime » et ressentir vraiment de l'amour en retour. Regardez, vous qui m'avez écouté jusqu'ici. Je sais que beaucoup d'entre vous vivent quelque chose de similaire en ce moment même. Peut-être avec un fils, une fille, un petit-fils qui n'apparaît que quand il a besoin de quelque chose. Peut-être vous êtes-vous aussi senti invisible, jetable, un fardeau dans la vie de ceux que vous aimez. Je vous vois dans les commentaires, racontant vos propres histoires d'abandon et d'ingratitude. Et je veux que vous sachiez une chose, vous n'êtes pas seul. La douleur que vous ressentez, je l'ai aussi ressentie. La déception que vous portez, je l'ai aussi portée. Mais dites-moi quelque chose. Si vous étiez à ma place, feriez-vous le même choix? Auriez-vous le courage de donner cette leçon, même en sachant que cela pourrait coûter la relation pour toujours? Ou continueriez-vous à accepter des miettes d'amour en échange de votre dignité? Commentez ici en bas. N'ayez pas peur de vous ouvrir. Racontez vos histoires, vos douleurs, vos victoires. Parce que quand nous partageons nos fardeaux, ils deviennent plus légers. Quand nous disons notre vérité, elle gagne la force de transformer d'autres vies. Certains d'entre vous vont me juger pour avoir été trop dur. D'autres vont dire que j'ai trop tardé à réagir. Et c'est très bien. Chacun de nous a son propre chemin, sa propre limite. Mais une chose je sais, il n'est jamais trop tard pour récupérer notre dignité. Il n'est jamais trop tard pour enseigner la valeur du respect. Et jamais, jamais il n'est trop tard pour nous aimer suffisamment pour ne pas accepter moins que ce que nous méritons. Si cette histoire vous a touché d'une façon ou d'une autre, si elle vous a fait penser, pleurer ou réfléchir, ne la laissez pas mourir ici. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez avec d'autres qui ont besoin d'entendre cela. Parce qu'il y a des milliers de personnes comme nous, qui ont tout donné et ont reçu presque rien en retour. Et vous savez pourquoi? Parce que notre génération a été élevée pour donner, donner et donner. On nous a enseigné que l'amour maternel est inconditionnel, que nous devons toujours nous sacrifier. Mais personne ne nous a appris que l'amour propre est aussi sacré. Alors répondez-moi, quel a été le moment où vous avez réalisé que vous n'étiez plus une priorité dans la vie de ceux que vous avez élevés? Comment avez-vous géré cette douleur? Et le plus important, que feriez-vous différemment si vous pouviez retourner dans le temps? Parce que peut-être, juste peut-être, notre expérience peut aider d'autres pères et mères à ne pas commettre les mêmes erreurs. Peut-être notre douleur peut-elle se transformer en la sagesse qui nous a manqué. Écrivez dans les commentaires. Libérez-vous. Permettez-vous de ressentir. Et abonnez-vous, parce que j'ai encore beaucoup d'histoires à raconter, beaucoup de leçons à partager. Et vous, vous faites partie de cette famille que j'ai choisi d'avoir.